Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, lundi 23 décembre, autour de Gilbert Azoulay, directeur général de News Tank Éducation. Bonjour. Oui, bonjour. François Monboise, président de la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour à vous. Valérie. Vous n'êtes pas parti pour le Panama encore. Vous allez nous dire quelques mots tout de même sur ce qu'on a pu entendre dans le journal de 11h, à savoir la menace de Donald Trump sur le canal de Panama. Et Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon. Bonjour. Bonjour cher Jérôme. On va évidemment parler beaucoup de politique aujourd'hui avec les difficultés de François Bayrou à composer son gouvernement. Le sondage hier paru dans le journal du dimanche, 66% des Français mécontents de la nomination de François Bayrou à tout juste 8 jours de sa nomination, les relations avec Emmanuel Macron, le poids du RN. Bref, beaucoup de sujets. Une minute de silence qui a eu lieu pour Mayotte. Je crois que vous vouliez faire un coup de cœur, Jean-Claude, sur cette minute de silence. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée du président de la République, évidemment. Non seulement une idée, mais c'est une décision qui s'imposait à la communauté nationale. Mais c'est aussi l'occasion de dire que on ne peut pas simplement se contenter de porter un peu de respect à la mémoire des victimes, mais il faut aussi se dire que l'outre-mer c'est la France et c'est l'occasion de se rappeler que l'on soit dans l'Hexagone, qu'on soit outre-mer, qu'on soit français de l'étranger, que nous devons désormais réfléchir à ce que nos politiques publiques soient plus sages et qu'elles concernent l'ensemble des Français sans distinction de territoire, sans distinction d'origine. C'est aussi ça la solidarité et la République, j'ai envie de dire l'unité de la République, c'est aussi cela. Ça ne sert à rien de faire de grands discours sur la méritocratie, sur beaucoup de choses. Je crois que c'est cela aussi qui doit nous rappeler cette affaire, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit outre-mer, qu'on soit français de l'étranger, eh bien c'est sur des valeurs minimales que nous devons nous entendre pour l'avenir. Et là, c'est là où on attend, pas simplement M. Bayrou, mais l'ensemble des responsables politiques, parce que les résultats, et je m'arrête là, mais les résultats des différents scrutins de ces derniers mois montrent bien que nos concitoyens, non seulement en ont assez, mais ne se retrouvent pas dans ces valeurs que nous affirmons, pérore, et puis derrière, ça ne suit pas, et que le peuple en a assez, il veut que l'on puisse avoir des résultats qui sont légitimes. On va évidemment reparler de Mayotte, mais je voulais évidemment qu'on évoque cette minute de silence. Mais il faudrait faire plus. J'ai entendu ce matin la correspondante, la journaliste qui était envoyée par CNews, qui était très très en colère, qui disait qu'il y avait un décalage énorme entre. Valérie, je sais que vous connaissez l'outre-mer. Lorsqu'on a eu, et y compris vous avez évoqué le sujet à plusieurs réponses ici sur Sud Radio au cours de l'année 2024, que dans un territoire français qu'il n'y ait pas d'eau. Il faut arrêter de parler de budget. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, d'électricité, comment voulez-vous parler d'unité de la République ? Que sans prendre la défense d'Emmanuel Macron, si c'était pas la France, ce serait terrible. Dans des zones où ça s'est passé des catastrophes naturelles, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pont logistique, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de. Pardonnez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est juste reconnaître au moins ce point, parce que parfois on aborde un peu la France. Non, mais c'est pas Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron. Mais non, ce que je veux dire, c'est là, en l'occurrence, c'était la France dont il parlait. Et mon sentiment, pour en avoir parlé un peu avec des spécialistes, c'est que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais Gilbert, vous avez raison. Mais c'est l'occasion de dire deux choses. La première, c'est qu'on dit si c'était pas la France. Mais la question ne se pose pas. C'est la France. C'est la France. On n'est pas franchement sur la même zone géographique, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. Il ne faut pas évacuer les problèmes logistiques. Non, mais c'est important. C'est la France. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas à dire si la France n'était pas là, puisque c'est la France. C'est le gouvernement, oui. Deuxième chose, je ne serai pas tellement plus long. C'est que ces problèmes logistiques, on les connaît, on les a. Valérie nous a donné l'occasion de les dénoncer depuis 2 ans. On en parle. Ça n'est pas l'eau. Regardez ce qui s'est passé en Italie quand il y a eu le tremblement. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, à Valence.
les Espagnols étaient dans la même situation que nos amis de Mayotte et nos confrères. À la différence que nos amis de Mayotte n'ont pas d'eau depuis des années. Des années. Non, mais c'est le principal. C'est le principal. C'est parce qu'il y a cela que les conséquences seront dramatiques. En gros, c'est de dire comment on a pu laisser dériver un territoire de la République française aussi longtemps. Et ça, c'est très grave. Oui, moi, je partage évidemment cette minute de silence qu'il faut respecter. Jusqu'à 18h. Hein. Voilà, jusqu'à 18h. La journée de deuil est jusqu'à 18h. Hein. Sur ce qui se passe dans nos dom-toms, parce qu'il n'y a pas que Mayotte. Mayotte est un exemple, évidemment, c'est le paroxysme de la pauvreté et de l'abandon. Mais la Nouvelle-Calédonie vient d'être pillée et mise à sac. L'économie est détruite. J'ai encore eu, moi, la présidente du MEDEF Nouvelle-Calédonie au téléphone la semaine dernière. L'économie de la Nouvelle-Calédonie est absolument détruite. Bon, donc il faut savoir ce que l'on veut. Ça fait des années qu'on déverse des millions et des centaines de millions d'euros sur des territoires pour rien. Parce que je constate qu'on n'y arrive pas. Donc moi je veux bien qu'on ait des bons sentiments, embrassons-nous tous, nous sommes tous frères, ok, d'accord. Bon, mais on n'a rien fait sur le plan économique. Et c'est ça qui me gêne. Je l'ai dit au moment de la Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises. Le plan qui a été fait, puis j'en terminerai avec ça, par Rocard, quand il est arrivé au pouvoir sur la pacification de la Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas un mot sur l'économie. Or, s'il n'y a pas d'économie qui marche, tout à fait, il n'y a pas de social, il n'y a pas de recettes et il n'y a pas de population heureuse. Et Mayotte, c'est un peu ça. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est ça. Et de la Martinique et la Guadeloupe, c'est ça aussi. Tant qu'on n'aura pas un plan de développement économique pour nos dom-toms, on n'y arrivera pas. François ? Bon. Oui, il y a la géographie quand même. C'est-à-dire qu'on est le seul pays, la France, à avoir ce que les anglo-saxons appellent les French colonies. Ouais. C'est-à-dire des petits bouts d'îles au bout du monde où on dit c'est la France. Ben, géographiquement, non. Sur Mayotte, j'entendais des gens exaspérés, je le comprends parce qu'ils ont tout perdu, dire si c'était les Hauts-de-Seine, on y serait arrivé plus vite. Bah oui, si c'était les Hauts-de-Seine, ça serait arrivé plus vite parce que c'est à côté. Là, c'est un îlot perdu au milieu de l'océan. C'est très compliqué d'assurer les mêmes conditions, l'égalité avec les départements de métropole. C'est juste pas possible physiquement. Quoi. Moi, j'avais un très bon ami qui était recteur de Polynésie. Quand vous êtes recteur de Polynésie, en fait, recteur d'un archipel, en fait. Et quand vous êtes recteur en France, vous décidez quelque chose qui ruisselle au niveau des académies, des petites écoles, tant bien que mal, quand même. Là, c'est une complexité abyssale. C'est-à-dire que rien ne se fait simplement. Donc, cet éloignement, c'est vrai qu'on a un territoire de mer très important, un des plus importants du monde. La France est un vrai pays de la mer. Mais c'est vrai que si on ignore cet aspect, parce que c'est très très loin, on ne peut pas faire abstraction de ça. Vous avez face à vous quelqu'un qui depuis plus de 40 ans travaille aussi sur ces sujets et les connaît physiquement. Avec les dérives, prenez l'exemple de Mayotte, 150 millions de fonds européens qui repartent parce que techniquement, des dossiers n'ont pas été présentés correctement et donc on ne peut pas faire les travaux correctement. On laisse faire ou en tout état de cause, on achète la paix sociale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous voulez qu'on parle de la Guadeloupe et de la Martinique ? Lorsqu'on sait d'où vient, là je vous parle pas de, lorsqu'on sait d'où vient la drogue, vous voulez que je vous dise qu'il y a 2 milliards, l'enjeu de la drogue c'est 2 milliards, dont 400 millions vont sur le territoire, les territoires locaux. Pourquoi ? Et pourquoi on ne sait pas protéger ? Nous savons aller faire la guerre, en tout cas être présent au Mali, on sait être présent en Afghanistan et on ne sait pas se protéger des cartels de la drogue qui arrivent maintenant, Guadeloupe, Martinique, etc. Et sans parler de la Guyane, comme dit un auditeur, Guyane aussi. On ne parle pas de grand-chose, on parle de minimum. Avoir de l'eau un jour sur 3 et vous me dites, c'est compliqué d'avoir de l'eau tous les jours. Le problème de l'eau là-bas, il est récurrent, il n'est pas... Ah ben oui, non mais on est d'accord, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Avec Valérie, ça fait 2 ans qu'on dénonce. D'où la nécessité qu'il n'y a pas d'eau, que les enfants vont à l'école accompagnés par des militaires. Attendez, ça fait plusieurs années que la question de l'eau et voilà. On va peut-être marquer une pause. On va lancer peut-être, allez, c'est l'avant-dernier jour de notre grand sapin Sud Radio. C'est le moment pour vous de jouer. 0826 300 300, plein de cadeaux encore dans notre hôte. Vous pourriez gagner par exemple 3 jours et 2 nuits à Port Aventura World, une BD de Mike Horn, c'est paru chez Michel Lafon, très belle BD. Bref, plein de cadeaux au pied du sapin de Sud Radio. 0826 300 300. Et nous prendrons, allez, le 4e appel. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous allons évidemment revenir sur la difficulté de François Bayrou à composer son gouvernement. On évoquait Mayotte, cette minute de silence, cette journée de deuil national qui, curiosité, s'interrompra à 18h pour pouvoir annoncer le gouvernement. Peut-être. À partir de 18h. La journée se termine à 18h. C'est à partir de 18h. Allez, on continue rapidement ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Jérôme, allez, on est un peu plus... Un petit coup de cœur pour le cinéma français pour 2024, parce que c'est une excellente année pour le cinéma français. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi belle année. Alors, après la qualité des films, moi je laisse chacun juge, mais enfin ce sont des succès populaires. Un petit truc en plus, c'est un grand succès, plus de 10 millions d'entrées, alors que personne n'y croyait, ils ont eu du mal. Ça faisait des années qu'ils cherchaient. Parlez bien dans le scénario était prêt. Ça faisait des années qu'ils cherchaient à sortir ce film. C'est un grand succès. C'est au top 10 de tous les grands films français. Oui, plus de 10 millions, je crois, 10, 12 millions d'entrées. Presque 11 millions, on vogue vers les 11 millions. Le Comte de Monte-Cristo, presque 10 millions, qui a relayé d'ailleurs, parce que ça commençait mal l'année, à cause des grèves à Hollywood. Il y a beaucoup de films qui étaient bloqués, qui sortaient pas. Donc le premier trimestre de l'année 2024 a été difficile. Puis après, on a des blockbusters qui se sont révélés. Alors, Comte de Monte-Cristo, c'était un peu plus attendu que un petit truc en plus, parce qu'il y avait Pierre Ninet, il y avait des moyens, 50 millions d'euros de budget, etc. Donc c'était un peu la grosse artillerie, et ça a marché, plus 10 millions. Et puis il y a d'autres films qui sont venus relayer, évidemment depuis la rentrée. Et tout ça fait que on arrive, que je vous recommande. Oui, en fanfare, en fanfare, bien sûr. Et tout ça fait qu'on va battre les 180 millions d'entrées en France de 2023. On sera sûrement un peu plus, 182, 183. On retrouve pas les chiffres d'avant Covid, donc il y a encore des difficultés bien évidemment, mais on voit que la progression est systématique et continue, et surtout la part des films français dans cet ensemble avoisine les 50% pour la première fois depuis très très longtemps. Donc c'est un succès d'entrée, c'est un succès français, c'est un succès sur les productions françaises. J'espère que 2025 on aura le même phénomène. Emilia Pérez a le record au Golden Globe de nomination. C'est un film français, Jacques Audiard, qui est un immense réalisateur. Et donc tout ça va dans le bon sens. Donc c'était un bon coup de cœur sur le cinéma français. Oui. Après il y a eu des gros flops aussi, mais ça c'est inévitable. Mais la tendance est plutôt dans le bon sens. Voilà. Les gros flops, je sais que le Gladiateur, ça a bien marché parce qu'on dit que c'était pas attendu comme. Enfin, ils n'ont pas fait le score qu'ils attendaient. Je ne sais plus ce qu'il y a. Les flops de l'année, je crois qu'il y a eu le film en particulier avec Camélia Jordana qui a fait que quelques entrées. Il y a eu les Rascals, je vois 3,5 millions de budget, 37 000 entrées. Enfin, il y a eu 37 000 entrées. Il y a eu quand même des choses, un peu des catastrophes, catastrophes. Mais bon, on peut citer L'Amour ouf qui est un gros succès aussi. Voilà. Absolument. On continue avec vous, François. C'est un coup de gueule. Oui, ou François Monboisse. Coup de cœur pour le culot des écologistes qui trouvent inacceptables les problèmes de la fonderie de Bretagne, qui est un sous-traitant automobile. Les écolos qui passent leur temps à dire du mal de l'automobile, à prôner la décroissance, et qui s'étonnent et trouvent inacceptable qu'une industrie sous-traitant l'automobile et des difficultés. C'est incroyable. Enfin, je suis pas le seul à le remarquer. Oui, c'est le paradoxe. On veut plus de voitures, mais on veut pas que les usines ferment. Ça avait commencé il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, un sous-traitant de Bosch dans le Tarn-et-Garonne, je crois. Le problème, c'est que c'est des petites usines dans des villes moyennes, et souvent quand l'usine ferme ou a des difficultés, c'est toute la ville qui est infectée. Mais ce qui se passe dans l'automobile, c'est que le début, il y a un article de Bloomberg, je crois, une chronique sur l'année 2024 où il y a 50 000 emplois qui ont été supprimés déjà en Europe. Et c'est que le début, parce que les constructeurs n'arrivent pas à fournir le nombre de voitures électriques qu'il faudrait. Le système est quand même aberrant. Le système de l'Union européenne, c'est que les constructeurs qui ne vendent pas assez d'électriques sont pénalisés. En gros, sont pénalisés si les gens n'achètent pas assez d'électriques. C'est dramatique. C'est très cher en plus. C'est dramatique. Et j'ai vu que l'association des constructeurs auto demande officiellement à l'Europe de changer les règles parce qu'ils ont des pénalités énormes à payer, en plus d'avoir des problèmes de chiffre d'affaires. Donc là, ce système ne marche pas. Oui, non, mais ça l'industrie européenne est extrêmement en danger, c'est clair, l'industrie automobile. Regardez ce qui se passe en Allemagne avec Volkswagen, qui était quand même le fleuron de l'industrie automobile
allemande, qui est en train de licencier des milliers et des milliers de personnes. Alors pour le moment, ils ne ferment pas d'usine, mais ça ne saurait tarder. C'est quand même la première fois que ça se produit depuis la création de Volkswagen, donc il y a vraiment une crise très profonde, une crise structurelle plus que conjoncturelle, et on a l'impression que malheureusement les autorités qui sont européennes, pas de la France, hein, mais les autorités européennes jouent contre leur camp. Les autorités nationales ont du mal à approfondir et à voir comment on peut réagir. Ça explique d'ailleurs la précipitation de Madame Ursula von der Leyen pour signer l'accord du Mercosur, parce que l'industrie allemande dans sa majorité, dans son entité, et l'industrie automobile plus spécifiquement, a besoin d'exporter massivement, et les marchés émergents, ils sont en Amérique du Sud, pour eux. Voilà. Donc ça explique pourquoi elle s'est précipitée, parce qu'elle a une pression terrible de la part de l'industrie allemande. Mais la contradiction, effectivement, que vous dénoncez, François Monbois, est assez évidente. Gilbert, un coup de gueule. Un coup de gueule, bah oui, parce que alors vous connaissez pas ma deuxième vie je suis passionné de football, et je travaille avec Pierre Ferracci au Paris FC en Ligue 2, donc je suis de très très près toutes les aventures du foot, et ce dimanche, l'arrière-petit-fils du dictateur italien Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini, a inscrit le premier but de sa carrière en Série B. Donc c'est un événement pour sa petite carrière, sa jeune carrière. Il a 21 ans, il est prêté par la Lazio de Rome, qui s'est fait notamment connaître pour des résultats sympathiques au niveau européen, mais aussi des comportements assez extrémistes. Et vous allez voir où je vais en venir. C'est qu'il a décidé de garder son maillot, et quand il a inscrit son premier but, il est allé évidemment célébrer avec le public ce but qui a fait le salut fasciste, le salut romain que vous connaissez, pour célébrer ce but. Lui, il l'a fait ou le public ? Le public l'a fait devant lui en scandant son nom. Alors, dans un contexte italien que je connais un peu pour avoir de la famille là-bas, où Giorgia Meloni, sous couvert d'un charisme évident, elle parle anglais, elle est progressiste dans sa gestion, elle essaye de manière insidieuse de réhabiliter cette période mussolinienne en disant finalement c'était pas si mal. Et c'est vrai que des choses comme ça fait remonter à la surface des choses un peu nauséabondes, des comportements extrémistes dans le football. Ce football qui cristallise vraiment toutes les haines entre cris de singe, homophobie, antisémitisme, racisme. C'est une violence qu'on retrouve, vous savez, le dimanche quand on attaque un arbitre. Avec ses parents qui font le projet Mbappé avec leur enfant et qui tapent sur le bénévole qui a dit j'ai pas mis ton fils dans l'équipe parce qu'il est pas bon et qu'il n'aura pas la carrière de Kylian. Il faut que cela cesse en 2025, car le football c'est une fête. Je le vis à chaque fois que je suis au stade Charletti. J'en profite pour faire la promo. Prochain match contre Martigues le 3 janvier prochain. Donc vous avez raison de dénoncer ces comportements. C'est une fête familiale. En plus, je rappelle que Paris FC a fait place gratuite pour tout le monde. C'est-à-dire on rentre gratuitement au stade. Donc 2025, année de la réforme, année avec un nouveau gouvernement, année de changement, et plus de salut comme cela dans les stades, du bonheur, de l'amour, des papouilles, des hugs, juste ça pour 2025. Vous me permettrez... Malheureusement, ça fait des années que ça dure. Bah oui, mais bon, je peux quand même souhaiter que ça n'arrive plus. Bien sûr. Moi, je voulais... faire un coup de... Enfin, je ne sais même pas si le mot de coup de cœur... Il y a coup de cœur et coup de gueule. C'est finalement la Cour qui n'a pas suivi les réquisitions dans le procès Paty. Et l'indignité de certains avocats qui... Bon, peut-être qu'ils étaient sous le coup de la colère ou autres, qui ont parlé de mascarade. Et puis la sœur de Samuel Paty, Michael, qui a été obligée d'être exfiltrée face à l'hostilité de la salle. En tout cas, les peines sont assez lourdes, jusqu'à 16 ans de réclusion. À l'encontre des 8 adultes qui ont participé, qui ont joué un rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. C'est vrai que tout le monde avait été un peu sonné par les réquisitions. Vous qui êtes avocat, Jean-Claude, alors il va y avoir un appel, il y aura un nouveau procès Paty. Oui, je vais vous dire, je pense que c'était l'occasion. Sont des jurés populaires. C'était l'occasion pour nous. Non, c'était pas un jury populaire. Non, mais c'est. C'est une cour spéciale. La cour spéciale et en tout état de cause, au nom du peuple français. La justice est rendue au nom du peuple français. Au nom du peuple français, il est important de dire que certains actes, certains comportements, non seulement ne sont pas acceptables, mais seront réprimés, seront réprimés très, très sévèrement. Parce que les personnes qui ont commis ces actes, certains viennent de pays où la démocratie, on est à des années-lumière de la démocratie. Eh bien, je pense que c'est à nous aussi de dire que nous serons de plus en plus fermes là-dessus. Les avocats ont fait leur travail, mais en ce qui me concerne, je pense que l'éducation, les enseignants
véritablement, je veux dire, pour moi, c'est les enseignants sont des éléments moteurs, non seulement de notre système républicain, de notre démocratie, etc. Donc, il faut savoir dire qu'il y a des choses qui sont intouchables chez nous, et puis c'est tout. Oui, enfin, et puis c'est tout, c'est pas si simple que ça. Quand vous voyez les différents sondages dans lesquels les enseignants ou les enquêtes qui expliquent que les enseignants s'autocensurent et qu'ils n'osent plus aborder certains sujets. Vous avez raison, mais quand vous me dites, et puis c'est pas si simple que ça, oui, ça veut dire qu'il faut derrière qu'en face, j'ai envie d'employer une expression qui est devenue banale, il faut que la peur change de camp. Oui, mais il se trouve que je suis, vous avez raison, il se trouve que je suis, de par mon activité militante, il m'arrive d'être avocat d'enseignants. Bien, je peux vous dire que les enseignants sont souvent lâchés par leur administration, par peur, et il s'agit aussi d'envoyer un signal, il s'agit de dire aux élèves, parce que je parle pas d'enfants petits qui ne comprennent pas, et bien qu'il y a des choses inacceptables, et il s'agit de dire aussi à tous ceux qui les incitent qu'ils sont tout autant sanctionné. Mais il faut, mais sauf que dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut envoyer un signal. Vous voulez réagir ? Oui, je suis d'accord avec vous, Valérie. Je pense que c'est très bien que la Cour a été beaucoup plus sévère que les réquisitions. Les réquisitions n'étaient pas comprises parce qu'en fait, le procès avait démontré la machination. Et les réquisitions étaient un peu en arrière. Et il faut lire le livre de Michael Paty, qui se lit très vite, en 2 heures, le cours de Monsieur Paty, parce qu'il démontre factuellement, elle raconte ce qui s'est passé. Donc la lâcheté de l'éducation nationale qui savait pas trop quoi faire, on n'a pas protégé le professeur qui était tout seul, qui le pauvre venait avec un marteau dans son cartable parce qu'il avait peur, c'est ça. Hein. Et elle montre le mensonge de la gamine, mais les parents, le prédicateur qui ont monté une machination, et c'est cette machination qui a trouvé un bras qui était là, qui était ce Tchétchène. Oui. Et donc je pense important parce que les condamnations n'ont pas condamné que le bras, puisque le gars n'est plus là. Oui, c'est ça. Mais toute la machination, de montrer que... Et comme a dit un avocat, il a dit c'est une décision politique. Oui, mais la machination était politique aussi. Trois points là-dessus. On va marquer une pause et vous pourrez réagir. À tout de suite. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, de retour avec vous en direct sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h, jusqu'à midi et demi pour les débats. Et à midi et demi, vous aurez un œil de l'expert. Mais vous vouliez réagir, Jérôme Dubu, sur le procès Paty. Trois points très très rapides. Le premier point, c'est qu'il y a un avocat qui s'est très mal comporté. Oui. Ça, c'est clair à la sortie, puisqu'il a insulté les plaignants, etc. Ça a été absolument lamentable. Ce monsieur s'est très très mal comporté. Vous confondez pas avec le procès de Mazan ? Non. Il y en a un qui s'est très mal comporté. Moi, j'ai vu une femme aussi. Ouais. Bon. Et deuxième point, c'est que la jurisprudence, finalement, est là pour évoluer. C'est le principe, je parle sous le contrôle d'un avocat, c'est le principe de la jurisprudence, c'est d'évoluer par rapport effectivement au droit. Bon, et là, il y a un certain nombre de commentateurs qui se sont plaints en disant que le droit n'était pas respecté et que la jurisprudence avait évolué, que c'était un jugement politique. Bah oui, la jurisprudence est là pour évoluer, effectivement, et le procès est là pour l'individualisation des peines, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Et puis troisième point rapide, c'est qu'on a appris à cette occasion que le meurtrier de Samuel Paty était en lien très étroit avec ceux qui viennent de prendre le pouvoir en Syrie. Voilà. Ouais. Donc ça augure très mal de ce qui va se passer en Syrie. Juste un mot. Enfin, quand on me dit c'est un procès politique, le sujet de toutes les façons est politique. Hein. Et la question, c'est comment protégeons-nous notre société des dérives extraordinaires ? Parce que moi, j'avais compris, sauf à ce que je me sois trompé, que l'école c'était un lieu de débat, pouvait faire évoluer les esprits, pouvait nous permettre de préparer le vivre ensemble, qu'un jeune musulman comprenne, ou qu'un jeune catholique, ou parce que nous avons aussi des gens qui sont des traditionalistes chez nous, qu'on comprenne qu'on a creusé qu'est-ce que la laïcité à la française, et qu'on s'accepte dans nos différences, et qu'on peut avoir, je peux ne pas être d'accord avec les uns et les autres, mais je ne peux pas les égorger quand même. Mais si on ne peut pas comprendre cela et qu'on ne veut pas le comprendre, il faut sanctionner. Mais il y a le pas de vague à l'école. Enfin, je connaissais bien le système, pour avoir discuté aussi avec un enseignant qui me racontait des choses ahurissantes, pas forcément religieuses, qui se passaient dans son collège, d'élèves qui urinent dans les couloirs, de tasers et de choses comme ça. Et je dis, mais le proviseur dit quoi ? Rien, parce que s'il fait des signalements, il sera mal noté. Donc c'est le pas de vague. Chaque situation est un cas unique. Ça veut dire que
Oui. Ils sont tout seuls face à la situation. Il faut régler le problème en quelques secondes. Et là où il faudrait engager une procédure, vous rappeler la police, voire mener des sanctions et un conseil de discipline. Donc c'est très compliqué d'avoir une réaction adaptée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain laisser-aller, parce que face à une situation complexe, parfois vous dites, bon, on va étouffer le truc, et on le gérera après. Ce n'est pas géré, évidemment, mais c'est un vrai problème. On le retrouve à l'université, où certains présidents d'université se sont retrouvés à empêcher des réunions politiques, en disant, écoutez, ça va faire un désordre, où le tribunal administratif dit, bah non, faut faire. Qu'est-ce que je fais ? Je fais comment ? Donc, ils sont toujours seuls face à une décision compliquée. Et c'est ça la difficulté dans les établissements. Allez, on va parler politique, mais nous avons notre gagnante. C'est alléluia. une gagnante. Bravo. Angélique, bonjour. Bonjour à vous, je suis ravie de vous avoir. Eh ben, nous aussi, on est contents que vous nous écoutiez en ce 23 décembre. Vous êtes, vous avez de la famille qui va venir fêter chez vous. Oui, on va recevoir en famille avec mon ami et moi. On sera en famille, c'est génial. Ah, c'est vrai, vous êtes prêts ? Vous avez fait un sapin, des cadeaux, tout ? Ah oui, tout est prêt. Bon. J'ai fait un beau sapin, une bonne petite bûche et un bon petit repas. Ah, bah écoutez, on est ravis. Alors, on va découvrir ce qu'il y a au pied du sapin. On va découvrir votre cadeau. Eh bien, c'est un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Comme ça, vous aurez tout loisir de nous écouter et d'écouter les nombreux podcasts de Sud Radio. Bravo à vous. Je vous remercie. Passez de joyeuses fêtes. Et ben, vous aussi, et merci de votre fidélité. Vous nous appeliez de région parisienne, de Villabé, dans l'Essonne. Merci à vous, Angélique, et très joyeux Noël. Allez, sans transition, comme on dit, c'est pas la fête. C'est compliqué, hein, la composition de ce gouvernement. Alors, il y a une petite polémique qui est en train de monter, puisqu'on a appris qu'il n'y aurait pas d'annonce du gouvernement avant 18h. Ça ne veut pas dire que l'annonce tombera à 18h, mais c'est une journée de deuil. Et c'est vrai que décréter que le deuil se termine à 18h et qu'on annonce un gouvernement, c'est pas génial. Après, on est le 24 décembre demain. Il y a des contraintes techniques pour les passations de pouvoir. Ça vous choque ou pas, Jérôme ? Bah, écoutez, moi j'aurais préféré que ça se fasse avant. J'ai regardé un peu la moyenne de nomination du nombre de jours entre la nomination du Premier ministre et la nomination du gouvernement. Sous la Ve République, la moyenne c'est 1 jour et demi. 1 jour et demi. Voilà, entre les deux. Bon, là on en est à une dizaine de jours. Alors moi je sais pas ce qui bloque, peu importe. On est plus à plusieurs mois en fait, parce que si on compte le gouvernement. Non mais là je parle du gouvernement, enfin du futur gouvernement Bayrou uniquement. Non, on va y revenir, mais jour de deuil, est-ce que c'est le jour pour annoncer un gouvernement ? Ça aurait dû être fait avant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Voilà. Jean-Claude. Je pense que ça peut donner. Alors pareil, on dit si c'était arrivé dans la Creuse, est-ce qu'on aurait fait, Non, j'irais pas ça comme ça. Moi, je dirais, c'est toujours très compliqué parce qu'effectivement, on aurait préféré que ça arrive avant. Ça fait un peu bizarre d'avoir une journée nationale qui se termine à 18h. C'est quoi 18h ? C'était inutile en plus. C'est quoi ? C'est une journée, une journée administrative, c'est une journée de bureau, et puis après ça peut donner. Je dis bien, ça peut donner. C'était une journée administrative, ça s'est arrêté avant. Soyez pas difficile. Mais on fait cela et puis on passe tout de suite à autre chose. Et je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une journée de deuil, le deuil ou une commémoration, c'est aussi l'occasion de s'interroger. Quand on va à un enterrement, on repense à un certain nombre de choses. Quand on pense voilà, c'est de s'interroger. On peut avoir ce sentiment qu'effectivement on fait ça. Bon, on fait ça parce que voilà, il fallait le faire et puis on passe tout de suite à autre chose. Je ne pense pas que ce fut l'idée de Monsieur Macron et de Monsieur Bayrou. Il faut mais en revanche, ça peut donner ce sentiment. Je rappelle souvent, là j'avais croisé Jean-Michel Blanquer dans son livre, c'est écrit dans La Citadelle. Donc c'est pour ça que j'en parle. Il disait Emmanuel Macron fait très bien les choses compliquées et rate toujours les choses faciles. Une journée en fait d'hommage, c'était simple. Il suffisait d'annoncer la chose et on met 18h. Ce qui nous fait polémiquer, ce qui nous fait discuter. C'est 18h. Ça ne sert à rien et c'était plutôt une bonne idée, je trouve. Oui, sur le fond. Moi, je crois que c'est la moins mauvaise solution parce qu'il y a vraiment urgence à avoir des ministres. Moi, je m'occupe d'une fédération. Là, la vente à distance. Où est-ce que j'allais vous poser comme question ? Je voulais poser la question. Il n'y avait plus personne dans les ministères puisque les gens étaient totalement démotivés. Donc, on a repris des contacts avec le gouvernement Barnier. Et
bim, c'est fini. Donc on ne sait plus à qui parler. Donc il y a urgence à avoir des gens. En plus, on va être entre Noël et jour de l'an, il n'y aura personne. Attendez, pourquoi 10 jours entre la nomination du Premier ministre et la nomination du gouvernement? Enfin, vous pouvez m'expliquer? Il y a urgence. Oui, mais il y a urgence. Il y aurait eu urgence. Pourquoi hier? On nous avait dit hier. Donc visiblement, il y a quand même un énorme problème. Oui, on va en parler du problème. Allons-y. Il y a plusieurs problèmes. Mais la priorité pour la France, c'est vraiment d'avoir des ministres en place et qui durent. Des ministres en place et qui durent. Parce que on parle déjà d'élections législatives de juillet prochain. Tous les commentateurs politiques, ce qui est fou, quoi. Non, mais le problème principal, c'est qu'on en revient au régime des partis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On consulte monsieur machin, madame Intel, monsieur Trucmuche. On n'arrête pas. C'est le régime des partis. Chacun vient avec ses lignes rouges. On voit plus rien, d'ailleurs. C'est des lignes rouges dans tous les sens. On ne sait plus très bien qui est cohérent, qui veut quoi. C'est le régime des partis dans toute son horreur. De Gaulle disait la 4e République, ils faisaient cuire leur petit feu sur leur petite soupe sur leur petit feu dans leur petit coin. C'est exactement ce qui se passe. Chacun vient avec ses petites revendications. Ah ben non, c'est pas compatible avec celle de l'autre. Donc on va consulter. Il faut que je consulte mes troupes, mes députés, mes sénateurs. Enfin. Mais où est l'intérêt des Français dans tout ça? C'est la raison pour laquelle je disais, on m'a interrogé pour savoir quel serait mon coup de gueule 2024. C'est vraiment cette dissolution post-élection européenne, non pas simplement ratée, c'est qui a fait basculer notre régime plus ou moins stable de la 5e République à quelque chose qui est un méli-mélo et qui nous met aussi dans cette situation. Et vous avez raison de dire où est l'intérêt des Français, parce qu'effectivement les partis politiques sont là pour faire de la politique, donc ils font de la politique, mais ils font de la politique en se disant nous on a une conquête du pouvoir et puis on a oublié l'essentiel, et l'essentiel on le vit depuis 6 mois, puisque vous avez raison François de dire que l'irrégularité, on parlait tout à l'heure de Mayotte, je crois qu'on est au 4e ou on sera au 4e ou 5e ministre d'Outre-mer en une année. 4e ministre de l'Éducation. 4e ministre de l'Éducation. Alors que Gabriel Attal nous avait dit l'éducation c'est une priorité, il n'a même pas fait le bac. Vous comprenez la formule, il n'a même pas fait un bac à l'éducation, et on est passé à quelqu'un d'autre et à une autre personne. Donc, et on parle d'un autre profil, si ça n'était pas une question de fil rouge d'Elisabeth Borne. Donc pourquoi est-ce que Madame Genté, je crois, Genté, pourquoi est-ce qu'elle a été prise et pourquoi est-ce que maintenant elle ne continuerait pas, puisqu'elle fait partie du bloc central? Mais ça, la difficulté, vous l'avez évoqué, Jérôme, sont les lignes rouges des uns des autres. Mais on a fait basculer et de gens qui ne veulent pas y aller non plus. Attendez, il y a eu une élection. Dissolution, on peut la condamner, elle a eu lieu, il y a eu une élection, les Français ont voté, ils se sont prononcés, on a eu à peu près les 3/3, bon d'accord, ok, mais chaque tiers, si je prends bien les élections, chaque tiers avait des programmes différents, très différents d'ailleurs les uns des autres. Bon, pourquoi aujourd'hui on veut faire rentrer tout le monde dans la même boîte? C'est absolument impossible. C'est pas du tout la tradition de la 5e République. Donc on va avoir quoi? On va avoir la même chose. Déjà quand on voit ceux qui sont pressentis pour rester, il y en a 8 je crois. Donc on va avoir le même gouvernement. Ça va être un Barnier bis. Je comprends pas pourquoi Bayrou a passé tout ce temps à essayer de convaincre les socialistes de venir avec lui, étant donné qu'ils n'allaient pas venir, c'était évident. D'ailleurs, Olivier Faure a dit que celui qui venait ou celle qui venait était exclu tout de suite. Et ils allaient voter la dissolution. Pour moi, le Parti socialiste, à partir du moment où il veut revenir sur les réformes des retraites qu'il avait mis en place il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, ils ont fait la réforme Touraine, ça montre que le PS est passé vraiment beaucoup plus à gauche qu'il n'était il y a 10 ans, et donc ne partira pas du bloc Front Populaire. Surtout qu'ils sont ensemble dans des municipalités, dans des régions, dans des départements, avec les municipales, c'est dans 18 mois. Donc ils ne vont pas sortir. Oui, mais je ne comprends pas le temps perdu par Bayrou. Je crois que Bayrou s'est un petit peu poussé du col, si je puis dire. Passez-moi cette expression un peu triviale, mais il s'est un peu poussé du col en disant Barnier, ce que Barnier n'a pas fait avec le Parti socialiste, moi je vais le réussir. C'est comme ça qu'il s'est un peu vendu. Bon, on voit ce que ça donne. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il s'est vendu ou est-ce qu'il a imposé? Oui, enfin. Il a dealé. En tout cas, il n'était pas, visiblement, il n'était pas dans le premier casting. Il est revenu par la fenêtre, et puis en disant non, moi le Parti socialiste, je les connais bien et je vais les détacher du nouveau Front Populaire.
on voit bien ce que ça marche. Sophie Manteau, ce matin, m'a envoyé un extrait d'un article, je ne sais pas dans quel journal c'était. Un fin connaisseur du modem compare la nomination de François Bayrou à une PME qui remporterait un appel d'offres réservé à une multinationale. Que se passe-t-il quand la petite entreprise familiale doit faire tourner le pays tout entier? Les habitudes prises se confrontent à un truc un peu surdimensionné, reprend le même. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y avait un casting qui a déjà été utilisé, qui aurait été excellent, c'est quelqu'un comme Castex. Oui. Qui plaisait aux gens parce que c'était un non politique, un régional, et qui s'entendait bien. Castex, pas Castex. Castex, oui. Castex. Oui, parce que Lucie Castex, j'étais en train de me dire, mon Dieu, l'esprit des fêtes. Jean Castex, oui, absolument. Qui plaisait bien à droite comme à gauche, qui discutait avec tout le monde et qui n'avait pas un profil de politique. Oui, mais le faire revenir après avoir été Premier ministre, c'est compliqué. Même un profil comme celui-là, le vrai sujet, c'est celui de l'arithmétique. Au-delà de la personnalité, ça serait vous de même, vous auriez le même problème. C'est quel projet, tout d'abord, projet politique, et qui pour pouvoir soutenir ce projet politique. Le fait est que, quel que soit le projet politique, vous n'avez pas 2 tiers avec vous. Mais vous pouvez avoir un bon projet avec la personne qui ne correspond pas. Je pense à Xavier Bertrand qui est un marqueur négatif pour le RN, ils ne voteront rien tant qu'il sera là. Donc c'est-à-dire que même si vous avez le bon projet qui est pas avec la bonne personne, qui n'a pas les étoiles et qui correspond aux attentes des uns et des autres, vous pouvez pas faire passer. Donc c'est vrai que c'est inextricable cette idée. Oui, mais il faut arrêter de perdre du temps en croyant qu'on va convaincre des gens qui ne sont pas d'accord et qui l'ont prouvé au moment des élections législatives avec des programmes complètement différents. Comment voulez-vous que quelqu'un de LR ou quelqu'un même du Bloc central accepte de revenir sur la retraite à 64 ans? Alors, ça a été fait dans des conditions sur lesquelles on peut revenir, avec un 49-3, etc. Il n'y a pas eu de vote, mais enfin, c'est quand même un acquis pour moi de la présidence Macron. Voilà. Et on veut revenir à 60 ans. Ben non, je suis désolé, c'est pas compatible. Et ne serait-ce que, je prends cet exemple-là, mais il y en a des dizaines des exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on fait sur le budget? Est-ce qu'on baisse les dépenses? Est-ce qu'on augmente les impôts? Tout ça est incompatible. Ça ne peut pas marcher. Alors, moi j'en viens, mais alors là je vais faire hurler tout le monde, y compris l'Élysée. Moi j'en reviens à ce que j'ai dit dès l'échec de la dissolution, c'est qu'il faut remettre le calendrier à l'endroit. Et le calendrier de la Ve République, c'est d'abord la présidentielle et ensuite les législatives, surtout avec un quinquennat. Ça a toujours fonctionné comme ça, d'où le problème qui va se poser de la démission du président, c'est évident. Voilà. On va marquer une pause et on continue de commenter cette actualité politique. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue de commenter cette actualité politique. Donc, un gouvernement avant Noël, c'est donc ce soir, après 18h. Donc, journée de deuil terminée à 18h. Pourquoi ce soir? Pourquoi pas hier? Des lignes rouges posées par le RN en particulier. Ce qui avait l'air de bloquer, c'était la nomination de Xavier Bertrand au ministère de la Justice, comme si le ministre de la Justice avait un poids quelconque dans les décisions de justice. On sait que Marine Le Pen attend une décision importante. Néanmoins, revenons à cette ligne rouge, le RN et le poids du RN. Je ne sais pas, François, peut-être évoquer. On voit que le RN est très présent dans ces discussions. Mais c'est arithmétique, c'est-à-dire comme la gauche va voter la censure, l'a dit, ils l'ont répété, quel que soit le discours de politique générale, la seule solution si Bayrou veut venir plus d'1 mois, c'est que le RN le soutienne pendant quelques mois. Sans entrer au gouvernement. C'est ça qui sans entrer au gouvernement. Donc s'il y a un nom qui pose problème, il ne faut pas le prendre, sauf vraiment vouloir agiter un chiffon rouge. Sauf que alors pourquoi Xavier Bertrand et pourquoi parce qu'il voulait faire un gouvernement de poids lourd. Voilà, c'est ça. D'après ce que j'en ai compris, on voulait Darmanin. On voulait faire revenir dans le gouvernement des gens que la population identifiait, connaissait, pour avoir plus de poids, parce qu'il n'a pas de poids politique, il n'a pas de poids arithmétique, il lui manque des voix. Et il voulait des gens qui soient connus de la population. Maintenant, Xavier Bertrand, pourquoi pas, mais on sait très bien que déjà Marine Le Pen avait dit si c'est Xavier Bertrand avant Barnier à Matignon, c'est niet, vous aurez une censure immédiate. Donc là, on recommence avec Xavier Bertrand. Je ne suis pas sûr que ce soit très habile, mais bon, voilà. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Non, je pense que pas grand monde ne l'est, si j'en crois ce que j'entends. Après, Xavier Bertrand, c'est vrai qu'il est connu, il a une notoriété parce qu'il a battu le RN à 2 reprises, il gère
plutôt pas mal une grande région, qui sont les Hauts-de-France. Il a été plutôt un bon ministre de la Santé. Ouais, enfin ça se discute, mais enfin, en tout cas, pourquoi agiter encore le chiffon rouge Xavier Bertrand? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Oui, je sais pas. Le chiffon rouge, c'est le RN qui l'agite. Non, le RN a dit depuis longtemps qu'il ne voulait pas Xavier Bertrand, et Bayrou laisse fuiter qu'ils veulent nommer. Parce qu'ils testent, c'est comme d'habitude, à mon avis, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire sans Xavier Bertrand, qui pourra emmener avec lui une adhésion un peu plus large au niveau des autres. On peut faire sans. D'un autre côté, Xavier Bertrand ne peut pas accepter un petit Marocain, c'est pas possible. Non. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt. Non, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, si vous voulez, c'est un peu la quadrature du cercle. Lui, il peut pas accepter quelque chose de non régalien, et le RN ne peut pas accepter qu'il ait quelque chose de régalien. Donc voilà, il y a un blocage majeur. Donc on est dans une impasse qui va normalement doit être solutionnée, mais ce soir, on ne sait pas. Et puis François Bayrou, est-ce qu'il est encore une fois l'homme de la situation? Je vais se poser la question avant. Maintenant, il est là. Mais 66% de mécontents. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage du JDD hier. C'est quand même du jamais vu. C'est en si peu de temps. En si peu de temps. Oui, c'est ça. En à peine 8 jours. À sa décharge, Valérie, j'ai envie de dire que de toutes les façons, c'est le risque pour toute personne qui viendrait après toute cette séquence. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Et là encore, pardonnez-moi, mais souvenez-vous de ce qui est arrivé au président de la République à Mayotte, parce que quand vous avez une exaspération qui est telle, et vous venez dire, moi j'ai la solution, j'ai une piste de solution, je fais mieux, même si effectivement vous faites mieux. Mais il y a une telle attente de nos concitoyens, c'est normal. Depuis le mois de juin, on attend, et il y avait déjà des problèmes depuis plus d'1 an, on dit que la situation est difficile. Quelle que soit la personne qui viendrait, on est dans une telle attente qu'il y a une forme d'exaspération qui fait qu'il dit nous toutes les promesses, tout ce qu'on peut nous dire, on ne veut rien entendre, on veut juste des solutions. Et le drame, c'est que le peuple attend de plus en plus de solutions, et rapidement, parce que tout ça a trop duré. Mais d'autant que la personne qui viendra ne pourra rien faire. Enfin, excusez-moi, il n'a pas de majorité. Comment voulez-vous qu'il avance? C'est impossible. Enfin, on l'a bien vu avec Michel Barnier. Il faut qu'il ait un budget. Il avait un budget qui était ce qu'il était. Bon, il y avait peut-être trop d'impôts. On peut en parler. Peut-être pas assez de suppression de dépenses. Bon, voilà, d'accord. Mais enfin, il était ce qu'il était, il a été censuré. Donc, si vous voulez, quelle que soit la personne, moi, je n'ai rien contre François Bayrou, rien contre Michel Barnier, quelle que soit la personne, il n'y a pas de majorité, il ne pourra strictement rien faire. Sur le fond, sur la structure, sur les réformes, il ne pourra rien faire. Alors, certains disent, mais non, mais Bayrou n'a jamais réformé, etc., c'est pas un grand réformateur. Peu importe, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de majorité. Comment voulez-vous faire? Donc, on en revient à ce que vous disiez. On est dans une crise. Je ne vois pas quelle est l'issue. Quelle est l'autre issue? Non, mais pour le pays, on a intérêt que Bayrou tienne. Oui, c'est ce que vous disiez, bien sûr. Oui, mais sauf que c'est impossible, visiblement. Il faut qu'il fasse ce qu'a fait Barnier, en comprenant ce qu'a pas compris Barnier, que certains sujets sont des lignes rouges pour le RN. Parce que comme la gauche vote contre systématiquement, la seule survie, c'est que le RN s'abstienne. Oui. Je suis d'accord qu'on a dit le contraire, donc c'est gênant, après avoir parlé du Front républicain. Mais arithmétiquement, la seule solution, c'est ça. C'est de refaire ce qu'a fait Barnier. Oui, mais est-ce qu'on est sûr que le RN ne va pas encore ajouter un certain nombre de lignes rouges au fur et à mesure? Non, mais l'avantage du RN, c'est qu'un coup de fil à Marine Le Pen suffit. C'est une armée. Je suis pas sûr que ça suffise. Je suis pas convaincu. Vous pensez que ça peut... est-ce qu'il peut y avoir un blocage, effectivement, ce qu'évoquait Jérôme Dubu tout à l'heure, à savoir qu'il soit obligé de démissionner? Alors, pour que les choses soient claires, moi je souhaite que les choses tiennent, évidemment, parce que si elles ne tiennent pas, ce sont toujours les Français, c'est nous autres qui paierons l'addition. Donc je souhaite, sur le plan international, c'est détestable. Vous voyez bien ce qui s'est passé, Madame Ursula von der Leyen est partie en Amérique latine sans nous, parce qu'elle sait bien, elle a bien compris que nous qu'on était affairés, etc., etc. Donc on voit bien que c'est insupportable. Donc nous avons intérêt à ce que ça tienne. Maintenant, il y a l'arithmétique, et on l'a dit, il y a l'arithmétique. Est-ce que ça tiendra? Je suis pas Madame Irma, je lis pas dans la boule de cristal. C'est vrai qu'il y a un doute. Et Bayrou, c'est quasi le dernier fusible, parce que sinon, que dira le président de la République? C'est ce que dit l'excellent analyse de Bruno Cotteret dans le Parisien. C'est le moment
c'est le moment Bayrou, où il doit démontrer tout son talent. Parce que là, il n'y a pas le choix. C'est est-ce qu'il sera en mesure, avec son background, son expérience et tout ce qu'il a accumulé comme relation et tout ça, est-ce qu'il sera capable de faire cette synthèse? C'est maintenant ou jamais, où il doit démontrer tout son talent politique, et c'est là où on attend de lui quelque chose qui soit à la hauteur de l'enjeu. Il a fait une lettre, je ne sais pas si vous l'avez lu ce matin. Il a fait une lettre au LR, parce que LR réclamait une réponse écrite sur un certain nombre de sujets, notamment les affaires budgétaires, les affaires fiscales, etc. Mais la lettre, je l'ai lue ce matin, la lettre, elle est affligeante, excusez-moi. C'est du vide, c'est le vide sidéral. Je ne sais pas comment on peut avancer avec ça. Si les LR, ils vont accepter parce que voilà, ils n'ont pas du tout intérêt non plus à ce que ça se passe mal. Jean-Claude a raison, il faut que ça se passe bien et qu'on essaie d'avoir un gouvernement pour avancer. Mais c'est un gouvernement qui ne pourra rien faire. Strictement rien faire. Ça va rejaillir sur tous les hommes politiques en plus. Tous les hommes politiques vont être tachés par cette séquence politique complètement déplorable. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous dites la lettre est vide, mais il était vide quand il a fait son discours à l'Assemblée. Il était vide quand il était sur France 2. Non, mais quand il a été interrogé. Et c'est surtout sur France 2. Quand je dis vide à l'Assemblée, c'est pas effectivement, il n'a pas fait son discours de politique générale, mais il a été interrogé par les députés. Il a commencé par se féliciter d'être là. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment sur des sujets aussi précis et aussi importants que l'immigration, la sécurité, les affaires budgétaires, les affaires économiques, il y a des choix différents. Et vous ne pouvez pas mettre les gens ensemble dans la même boîte, ça n'existe pas. Il y a des gens qui pensent différemment. Mais donc quoi, il fallait nommer un Premier ministre RN? Enfin, il fallait quoi? Non, là c'était impossible puisqu'il aurait été censuré immédiatement. Il aurait eu les 2 tiers de l'Assemblée contre lui, donc ça c'était pas possible non plus. Mais il ne faut pas croire que il va y avoir des réformes importantes dans les mois qui viennent. La plupart des autres pays y arrivent quand même. Ils ont un système différent. Regardez l'Allemagne. Monsieur Scholz, il sort en chaussettes, excusez-moi. Oui, mais c'est 4 ans de mandat. Oui, mais pendant 8 ans, il y a eu des grandes coalitions en Allemagne avec les chrétiens-démocrates plus les sociaux-démocrates dans le même gouvernement. Mais parce qu'ils ont l'habitude du consensus. Viennent de le faire. Mais tous les autres pays le font. Les sociaux-démocrates allemands, ça n'a rien à voir avec notre gauche. Je me permets une petite incartade dans le débat. Je regarde actuellement Borgen, qui est sur la démocratie très bon. Et la première ministre passe son temps à négocier avec tous les partis pour essayer de faire la synthèse en permanence. C'est intéressant de voir qu'elle doit à chaque fois trouver la ligne de crête avec tous les partis avec qui elle bosse. Les sociaux-démocrates allemands, ils sont comme le LR chez nous. Si on a pris tout à l'heure l'exemple des retraites. Et puisque nous sommes en journée de deuil national, c'est deuil national pour Mayotte. Il y a un sujet, par exemple, qui se pose. Est-ce qu'on arrivera à faire la synthèse? Est-ce que sur la question de l'immigration à Mayotte, quelle est la ligne de crête? Qu'est-ce qui est acceptable, ce qui est demandé par le Rassemblement national? Qu'est-ce qui est acceptable pour la gauche? Et vous avez entendu Monsieur Piolle lorsqu'il s'est agi de dire il y a quand même un sujet qui est pas les immigrés, mais il y a une question migratoire à Mayotte parce que cette île est étouffée, et ça aussi c'est une des conséquences de ce drame actuel, l'absence de structure, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une majorité pour pouvoir prendre des décisions sérieuses? Est-ce qu'on revient sur le visa Balladur? Est-ce qu'on revoit la question de la nationalité, droit du sol, droit du sang, à situation exceptionnelle? Je crois que c'est Édouard Philippe qui a cette formule situation exceptionnelle, règle exceptionnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas que le débat est facile, je ne dis pas qu'il est évident, mais est-ce qu'on peut trouver concrètement sur ce sujet? Est-ce qu'on peut ouvrir le débat et trouver une solution? J'ai l'impression que non. Moi, j'ai été surpris qu'on parle de Monsieur Valls dans un gouvernement où il y aurait aussi Monsieur Retailleau. Parce que Monsieur Valls a signé un décret avant de partir, quand il a laissé la place à Cazeneuve, quand Hollande était président, qui dépénalisait complètement la situation de clandestins sur notre territoire. C'est exactement l'inverse que veut faire Bruno Retailleau, c'est-à-dire repénaliser la situation de clandestins sur le territoire national, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on me parle de 2 ministres qui ont des antagonismes absolus. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé, celui de Valls, le fait qu'on en parle, c'est quand même ahurissant. Pardonnez-moi, moi, si on commence à regarder dans le rétro, il y aura toujours des cases dans le placard qu'on ressortira pour dire t'as dit ça, donc on ne peut pas faire ça. Après l'évolution, à l'époque où Valls a proposé ça, c'était pas la même chose. Sur un nouveau projet, mais non, mais c'est totalement incompatible. Comment voulez-vous faire l'inverse 10 ans après? C'est pas la première fois. Annonce du gouvernement autour de 19h, selon Bruno Millienne, porte-parole du MoDem. Avant le 20h. Avant le 20h. Et
et avec des passations de pouvoir très rapides, je pense, dans la soirée. Donc voilà, c'est l'information. Nous aurons un gouvernement, mais je voyais la réaction d'une auditrice, Véronique, qui dit « tout ça me dégoûte, c'est magouille politique ». Et c'est un peu le sentiment, je pense, qui va rester pour les Français de dégoût, de voir de petits arrangements entre amis. Dans les 2 tiers d'insatisfaction pour Bayrou, je suis d'accord qu'il y a un autre Premier ministre ou une autre, ça aurait été la même chose. Je crois que les gens en ont assez des émissions un peu comme celle-là où on parle de nom. Oui. C'est-à-dire à la télé où on montre un tel et approché, etc. Parce que les gens bossent au quotidien, ils ont l'impression qu'il y a une espèce de show, là, de Starac, où on voit des gens. Mais on va parler dans la dernière demi-heure des événements marquants de 2024. Le sondage IFOP, le premier l'événement qui a le plus marqué les Français, c'est la dissolution. Avant les Jeux olympiques, c'est total des citations, 45 contre 38. On y revient. Merci François, vous êtes obligé de vous sauver, mais nous on est là en direct avec vous jusqu'à 12h30. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à 13h, les débats jusqu'à 12h30. Et puis à 12h30, on prendra un petit peu de bon temps pour parler bonne manière avec Jérémy Combe et table de Noël. Pour continuer nos débats autour de cette table, Jean-Claude Beaujour, vous êtes avocat, président du Forum transatlantique. Jérôme Dubu, vous êtes membre du pôle Idées d'Horizon. Et François Monboisse nous a quittés. Il est parti. Il avait un rendez-vous. Et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. On continue de parler politique, mais surtout peut-être des faits marquants. Je vous évoquais ce sondage IFOP fiducial pour Ouest France. C'est un sondage IFOP pour Ouest France qui notre ami Frédéric Dabi a interrogé les Français sur les événements ou faits survenus en 2024. Lequel vous a le plus marqué en premier, en deuxième, en troisième? En premier, la dissolution de l'Assemblée nationale. Et Frédéric Dabi nous disait que c'était une surprise malgré tout que ça arrive en tête. Il y a 45 citations. Les Jeux Olympiques arrivent en second, 38. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, 37. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, 33 citations. Le conflit entre Israël et le Hamas. Les procès des viols de Mazan. Bon, je ne vais pas aller au bout de la liste. Le vote de la motion de censure contre le gouvernement Barnier. Ça veut dire que la politique, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, ça intéresse quand même les Français. Jean-Claude, un commentaire peut-être sur ce... Alors, moi je ne suis pas surpris pour la dissolution, parce qu'effectivement, on a basculé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce qui m'a le plus frappé. Donc je corresponds à ce pourcentage. On a basculé dans quelque chose qui était autre. Vous savez, il y a un certain temps, quand j'étais jeune étudiant en droit, on avait bien appris la différence entre la 4e et la 5e République, et tout le monde nouait la stabilité de la 5e République, avec tout ce qu'il y a derrière. Eh bien, ce que je constate simplement, c'est que derrière, parce que vous dites les Français, malgré tout, ils s'intéressent à la politique. Ils s'intéressent à la politique, pourquoi? Parce que ça détermine aussi leur quotidien. Quand vous avez une administration qui fonctionne pas, où les gouvernements sont dans l'incertitude, quand on ne sait pas les mesures qui seront prises en matière d'éducation. Je parle sous le contrôle de notre spécialiste en éducation, alors même que nous sommes déjà quasiment en janvier. Le bac, c'est bientôt, qu'il y a un certain nombre de sujets, malgré tout, très opérationnels, et il n'y a quasiment pas de pilote dans l'avion. Ben ça inquiète. Il y a une illustration quand même à l'éducation. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a un certain nombre d'orientations. On a envie, ça sert aussi à ça, un ministre, c'est aussi un homme politique qui fixe le cap, qui donne un certain nombre d'orientations. On a un pouvoir qui n'est pas... Parcoursup fonctionne, la plateforme. Oui, absolument. Absolument. Donc oui, on a besoin d'un pouvoir politique clair. On voit les plans économiques, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de plans sociaux. Donc oui, ça inquiète nos concitoyens, et donc la politique est au cœur de la réflexion. Ça traduit un peu de la fébrilité de nos concitoyens, tout simplement. C'est une façon de dire, ça nous emmerde ce qui s'est passé cette année. Voilà. Cette dissolution, elle nous a mis dans une situation qu'on ne voulait pas. Il s'est passé des choses merveilleuses, d'ailleurs ce seront mes coups de cœur, Notre-Dame, les JO, mais on ne voulait pas de cette situation, on ne voulait pas qu'on nous l'impose, on ne voulait pas qu'elle arrive comme ça, après un scrutin qui ne méritait pas ça en réalité, puisque à l'époque où il décide de la dissolution, il pouvait attendre septembre, puisqu'il a présupposé qu'il serait censuré en septembre sur son budget, ce qui était
pas évident, puisqu'il y avait possibilité de négocier plein de choses, et en l'occurrence les JO auraient pu lui permettre d'avoir une séquence un peu plus positive pour faire passer des idées différentes, je ne sais pas. Donc les Français ont fait passer, moi, à mon avis, clairement un message en disant « Nous ne sommes pas contents ». Oui. Non, mais la dissolution, effectivement, moi je retiens plutôt les JO, mais bon, oui. Je suis d'un naturel plutôt optimiste, mais la dissolution, bien sûr, ça a été une erreur majeure, d'autant que le scrutin précédent, qui était les européennes, a été dupliqué sur les législatives, au fond. Bien c'est sûr. à peu près ça, donc c'était pas le même mode de scrutin, etc., mais à un mois d'intervalle, on a eu à peu près le même résultat. Et il fallait pas être grand clair pour savoir qu'on aurait le même résultat. Mais on évidemment. Donc, si vous voulez, on pouvait se gausser des sondages, etc. Peut-être, je sais pas, qu'il a peut-être eu des bons sondages, etc. Mais enfin, le scrutin, le vrai sondage, c'est le scrutin réel. C'était les européennes. Et aux européennes, le Rassemblement national était en tête. La majorité a fait un très mauvais score, parce qu'elle a fait 14%. Et la gauche en est sortie. Alors, ils étaient divisés, mais si vous faites le total de tous, c'est à peu près le score des législatives. Donc, il n'y avait pas de suspense, il n'y avait pas de secret. Et en plus, avec 70% de participation des Français, ce qui ne s'était pas vu à des législatives depuis des années. Donc aucune surprise. Mais on sent que ça a bouleversé la vie des Français. C'est une évidence. Ça a semé de l'incertitude, ce que vous disiez, le chaos. Depuis 58, les Français étaient habitués à une certaine stabilisation politique. Même lors des gouvernements de cohabitation, 86-88, 93-95, ensuite Chirac, 99-2002, il y a eu une stabilisation, ça fonctionnait plutôt pas mal. Même au sommet de l'État, avec des divergences profondes, ça fonctionnait plutôt pas mal. Bon, là, ça ne fonctionne plus du tout depuis 6 mois. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les commentaires à l'étranger. Vous êtes mieux placé que moi, mais ce qu'il disait, surprise complète de voir cette France modèle de stabilité et de, comment dirais-je, de tranquillité, en tout cas sur le plan de la gouvernance, se retrouve dans la situation quasiment à l'italienne, où il n'arrive plus à trouver une majorité, il n'arrive plus à gérer, il n'arrive plus à garder un gouvernement longtemps. Et c'est vrai que ces commentaires nous disent beaucoup sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, c'est ce que vous aviez retenu de 2024. Absolument, vous avez raison, Valérie. Vous savez, dans des temps anciens, quand mes amis belges ou ailleurs me disaient qu'ils n'avaient pas de gouvernement, je leur disais, mais comment est-ce qu'on peut fonctionner sans gouvernement, quelle est votre crédibilité, etc. J'étais un peu prétentieux parce que je leur disais, mais ça n'arrivera jamais. Mais comment ça fonctionnait pas mal en Belgique. Alors je leur disais, mais si vous voulez, là où on parlait de la dimension internationale, parce que la dimension internationale a un impact sur le plan interne, c'est qu'à partir du moment où, alors certes, ça peut fonctionner, mais le poids de la parole publique, la parole présidentielle ou du Premier ministre, c'est Mitterrand qui avait dit, il y a pas, la France ne parle pas de deux voix, mais la parole présidentielle, la parole de la France a de l'importance, et là encore, la diplomatie n'est pas que les grands voyages, les cocktails, etc. Ce sont aussi les décisions qui sont prises et qui impactent la vie des Français. Je pense en matière d'écologie, je pense en matière de matières premières dont nous avons besoin pour pouvoir faire là les véhicules électriques, etc., etc. Tout ce qui touche à la souveraineté française, eh bien, on a besoin d'avoir une parole claire, des positions qui soient audibles, lisibles. Et puis vous savez, les gens qui sont en face, les gouvernants qui sont en face, ils voient très bien que nous sommes empêtrés dans une situation interne. Eh bien, ils font ce qu'ils ont fait dans ces cas-là, c'est qu'on en joue la faiblesse française, ça leur profite. J'en avais parlé la dernière fois, pardonne-moi de me répéter. C'est que il y a des investisseurs étrangers qui ont mis sur pause en attendant d'avoir une plus grande visibilité. Le manque de visibilité pour les investisseurs. Fiscalement, et puis sur les choix qui sont faits, sur les grands plans de développement, que sais-je. Donc bref, cette incertitude, elle pèse sur les investissements étrangers chez nous qui ont été bloqués. Mais ce que disait François Monboise tout à l'heure, c'est les entreprises qui aujourd'hui sont dans l'inconnu la plus totale. Jérôme, moi, il y a quelque chose qui me frappe et qui me navre, et c'est peut-être indépendamment du fait qu'on est dans l'immobilisme depuis 6 mois, ce qui est très grave, hein, mes collègues l'ont dit, bien évidemment, c'est qu'on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. Il y a un certain nombre de gens qui se disent aujourd'hui, je veux être au pouvoir, je veux être au gouvernement, etc. Donc je vais faire des concessions sur le mode de gouvernance en France.
fin du 49.3. Je n'utilise plus 49.3. Oui. Bon. Je n'utilise plus la motion de censure. Pourquoi ? On n'en sait rien. C'est prévu par la Constitution. Je vais mettre en place la proportionnelle, qui ne résoudra strictement rien. Voilà. Donc on est en train, petit à petit, de faire croire aux gens qu'on va détricoter la Ve République, la Constitution de la Ve République, parce que c'est elle qui est responsable des blocages. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Surtout, gardons la Ve République, gardons la Constitution. On va marquer une pause et puis vous me direz ce qui a retenu à vous, Jérôme, et Gilbert, ce qui vous a marqué en cette année 2024. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et là, on sera d'accord parce que je vous demande dans cette dernière partie de me dire ce qui vous a marqué. Vous pouvez aussi réagir sur le Facebook de Sud Radio, ce qui vous a marqué en cette année 2024. Jérôme, vous me disiez... Moi, c'est plutôt les JO. Plutôt d'un tempérament optimiste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'ils ont été bien réussis. Ça a été une belle fête globale. Il n'y a pas eu de couac. Il y a un bilan financier qui a été communiqué il y a une quinzaine de jours qui est positif. Ce dont personne n'aurait parié il y a même 6 mois. Tout le monde disait que ça allait être une catastrophe financière. En réalité, non. Alors, il y a eu des subventions, il y a eu des investissements étatiques, etc. D'accord. Mais enfin, globalement... Et privé. Il faut dire que s'il n'y avait pas eu d'investissement privé, on n'y serait peut-être pas arrivé. Il y a eu une augmentation des dépenses, si ma mémoire est bonne, de 17%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Mais, en parallèle, une augmentation des recettes de 25%. Donc, ce qui explique, en fait... Pourquoi le bilan est finalement positif d'environ une trentaine de millions, je crois 30 à 40 millions d'euros. Bon, ce qui est pas énorme, mais enfin c'est pas négligeable. On avait l'habitude d'avoir des jeux très déficitaires depuis Atlanta aux États-Unis, qui avaient été des jeux très bénéficiaires à cause, vous avez raison Valérie, du privé, du secteur privé. Là, on a un effet positif financier et un effet positif dans la population. Alors, il n'a pas duré à cause des problèmes politiques, de l'immobilisme, etc. Mais enfin, ça a été une grande réussite, il faut le dire, une grande réussite française. Oui, vous aussi, j'imagine, ça fait partie des événements, qui ont marqué. Et puis mine de rien, il y a aussi les retombées indirectes sur le long terme. Moi, j'espère que les plusieurs millions d'étrangers qui sont venus en France à cette occasion, ça leur a donné un petit goût de France et qu'ils reviendront parce que nous avons besoin du tourisme international dans nos régions. Les petits restaurateurs, les petits hôteliers qui sont sur l'ensemble du territoire en ont besoin. Donc, vous voyez, par exemple, moi je vois que certaines stations de ski ferment par manque de fréquentation, etc. Donc, pas seulement, mais notamment. Donc, oui, j'espère que ça leur donnera... Par manque de neige, surtout. Mais ça n'a pas... mais là, il neige pas mal. Là. Oui, mais ça n'a pas été totalement bénéfique pour les restaurateurs. Il y a eu moins 30% bien sûr. de fréquentation sur les 4 mois qui ont précédé et pendant et après. J'ai rencontré pas mal une présidente d'un syndicat de restaurateurs qui disait que ça n'avait pas été très bon. Le tourisme a changé aussi. Les touristes se comportent pas de la même façon. Ils vont moins au restaurant, etc. Et puis les gens qui venaient pour les jeux mangeaient sur les sites, etc. Mais ça leur aura donné un goût de France et qui peut la renommée internationale de la France en sort très grandi. Gilbert, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Je vais retenir, pardonnez-moi, alors ça va aller à contre-courant de tout ce qu'on s'est dit, où on a un peu chouiné. Il y a toute une liste. J'ai envie de parler de la France qui gagne. Ouais. Alors, c'est 2 choses, c'est les JO, vous l'avez compris, et Notre-Dame. Notre-Dame, parce que ça illustre quelque chose de la rapidité de l'action publique. Alors, certes, Emmanuel Macron a décidé de contourner avec une organisation un peu spécifique pour aller très vite. Donc ça veut dire on s'est fait aller vite, on sait mettre en place des choses vite. Ça peut peut-être résonner chez nos amis du gouvernement. Quand on dit que c'est compliqué. Voilà, exactement. Et avec la perte du général Georges Jolin, qui est décédé brutalement. La suite a été assurée. Donc il y avait de la résilience dans l'organisation. Ça, c'est la France qui gagne. Les JO. Alors moi, je fais partie des chouineurs qui sont partis en juillet en se disant ça va être trop chaotique et je regrette. Alors je me suis bien rattrapé sur les Paralympiques et là j'ai vécu un moment extraordinaire. C'est aussi la France qui gagne, qui s'est organisée, qui s'est inclure. Parce que c'était quand même les Jeux de l'inclusion. Quand même, on a transformé des athlètes inconnus avec des sports
peu visible en star, avec des sports qu'on regarde un peu plus. Je prendrai l'exemple du ping-pong aussi, par exemple. Du tennis de table, attention. Du tennis de table. Il y avait tellement de monde au championnat de France qu'ils ont dû changer de salle à Montpellier, c'était il y a un mois. Ça, c'est la France qui gagne, c'est la France qui s'emballe. Et puis je continue un peu sur ma lignée, mon canal de nage du football, le Paris FC, qui sera, j'espère, le prochain grand club de Paris, avec cette année la France qui gagne, la famille Arnaud qui s'est engagée dans le club qu'elle a rentré. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc je leur souhaite la bienvenue. C'est une première chose. Et puis c'est aussi, ça démontre qu'il y a des beaux projets qui se créent parce qu'après tout, Paris mérite bien 2 grands clubs. On vous le souhaite. C'était le cas il y a un certain nombre d'années. Oui, mais le Paris FC n'a pas résisté. Paris FC, je suis désolé. Moi, je voulais revenir sur l'élection de Donald Trump parce que ça a été quand même un événement. Alors, c'est peut-être pas directement pour la France tout de suite, mais l'année prochaine, il va y avoir forcément des conséquences pour nous avec l'élection de Donald Trump. Jean-Claude, vous qui étiez aux États-Unis à ce moment-là, c'est quand même un fait marquant de cette année. Alors, c'est vrai que Donald Trump non seulement est réélu, mais un certain nombre d'entre nous avions un peu senti à partir de l'été, on voyait bien que il était dans des vents très favorables. Ce qui est aussi marquant, c'est l'ampleur de sa victoire, même si elle n'a rien à voir avec celle de Reagan en 1980. C'est l'ampleur de sa victoire, et c'est aussi probablement par le fait que le peuple américain a fait un choix qui peut être aussi un choix de société. Et je pense qu'il ne faut pas simplement dire que le peuple, il a voté comme ça. Non, Donald Trump a fait une campagne où il a annoncé la couleur. On peut regretter un certain nombre d'indicateurs, mais il a annoncé la couleur. Ça, c'est la première chose. Et puis, oui, il peut y avoir des conséquences pour nous directement, parce que, vous avez vu, il menace, il dit, l'OTAN, on va revoir ça. L'Ukraine, vous voyez un peu quelle est sa position, les propositions qu'il fait sont très favorables, ne pas dire ultra favorables, quasi exclusivement à la Russie. On revient à un président qui est isolationniste, qui vous dit qu'il n'a pas vocation à gérer le reste du monde et qui fait des deals, qui fait pour le coup du business. Donc oui, ça va avoir des conséquences pour nous. J'ai envie de dire, au-delà des conséquences, comment est-ce que nous devons nous positionner? Je pense que dans une situation comme celle-là, c'est un test de vérité pour nous Français, pour nous Européens. Si nous ne sommes pas assez forts et que chacun va faire ses courses à Washington et va essayer je me souviens que les Allemands, chacun jouait de son côté, on va à Pékin, on va aux États-Unis, on fait des deals dans son coin. Nos partenaires se jouent de nos divisions, et c'est pas un grand mot de dire de nos divisions. Et puis à l'arrivée, on paye l'addition. Parce que face à un Donald Trump qui vous dit, par exemple, qu'il va imposer des taxes, il faut que l'Europe soit capable. Il n'y a que l'Europe à ce niveau européen. Malheureusement, les 2 locomotives de l'Europe sont en panne. L'Allemagne est en panne, politiquement et économiquement, et nous encore pire. Bien sûr, donc ça tombe très très mal. Donc vous avez raison, Valérie, de dire quid pour nous. Cela veut dire que nous allons nous aurons une démarche turbulente, parce qu'on n'est pas en état, en tout cas on ne se donne pas les moyens de résister à la Trump, c'est-à-dire si tu m'imposes telle chose, je t'impose aussi de tel côté, et puis je serai en mesure de tenir. Il n'y a que cela qui fera quand on va Donald Trump. C'est le troisième événement qui a marqué les Français cette année. Oui. Donc je rappelle, la dissolution des Jeux Olympiques et Donald Trump. Mais parce que vous voyez, par exemple, Valérie, c'est là où il faut comprendre. Pardonnez-moi, juste un mot, je ne vais pas maintenir mais parce que la campagne a été faite et on dit oui, Donald Trump avec ses propos grossiers, avec sa personnalité, etc. Avec Elon Musk. Mais Elon Musk, j'ai fait un papier là-dessus. Est-ce que c'était les milliardaires qui remportaient l'élection? Mais Donald Trump, il a dit quoi aux Américains? Il a dit aux Américains, s'ils avaient ce qu'ils voulaient entendre, la vie chère, l'emploi, l'immigration, il y allait franco. Là où les démocrates n'étaient pas complètement au rendez-vous, on dit Donald Trump c'est un fasciste et puis la démocratie est en danger. L'Américain de tous les jours, ceux en tout cas que je fréquente, Middle West, je peux vous... Non mais même sur, regardez bien à New York ou en Californie, le niveau des démocrates a baissé. Moi quand je vais faire mes courses dans les magasins dits normaux, les Publix et autres, je fais la différence, je vois la facture. Donc c'est ça qu'on regarde. Je pense de toute façon qu'on a une vision très différente qu'on soit en France ou aux États-Unis. Je me souviens très bien, nous on était pro Hillary Clinton quand elle avait perdu. En fait, un ami américain m'avait dit, mais on l'aime pas.
Et nous, on avait une vision d'elle comme étant progressiste. C'est un peu ce qui s'est passé aussi là, non? Oui, parce que puis les Américains vous disent, mais moi, vous savez, ce qui compte pour moi... Vous savez, je vais vous dire... Quand vous avez une grave maladie aux États-Unis, avant de savoir si vous allez mourir ou survivre, vous vous demandez est-ce que je vais pas être obligé de vendre ma maison pour pouvoir me soigner. Je voulais parler d'ailleurs de l'affaire de ce meurtrier qui a tué le patron de. Parce que ça aussi, ça révèle quelque chose en creux. Oui. Et c'est un pays où vous avez 40 millions de pauvres, où avec 4 000 euros, vous pouvez être pauvre à San Francisco. C'est ça la réalité de l'Amérique. Et donc les gens ont entendu. Et Donald Trump disait à certains Américains, les Afro-Américains et les Latinos, ils disaient mais attendez, mais moi, pourquoi est-ce que je lutte contre l'immigration clandestine et sauvage? C'est parce que je sauve vos emplois. Et qu'on le veuille ou non, c'est un discours qui s'entend de la part d'un certain nombre. Mais ça fait écho à ce qui s'est passé fait divers qui a pris une ampleur incroyable d'un jeune homme qui a assassiné le patron d'une mutuelle d'assurance. Ça révèle en creux ce jeune homme. Bonne famille, grandes études, ingénieur, il avait toute la vie pour lui, beau gosse en plus, il va tuer un président d'une société d'assurance santé qui, lui, vient d'une famille du Middle East ou je sais pas quoi, mais d'une famille pauvre qui s'est hissée jusqu'au plus haut de la hiérarchie sociale. Donc vous voyez, c'est véritablement un symbole de cette société américaine qui explose. Et c'est vrai que là, moi, mon prof d'économie dans les années 90 me disait, il y a une boîte noire aux États-Unis de 40 à 50 millions de personnes dont on ne sait plus très bien ce qu'ils vont devenir, qui sont hors des systèmes, hors des radars. C'est vrai que vous parliez des 40 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté quasiment. C'est vrai que c'est un vrai sujet là-bas. Et dans la communauté académique, puisque j'ai eu l'occasion